Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici la charpente. Enfin, le contrat pour le projet Inga 3 a été signé entre l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga et les consortiums China Inga 3 de la Chine et Pro Inga d'Espagne. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa le mardi 16 octobre 2018 au cours du 18e Conseil de ministres, autour duquel plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment la situation des expulsés congolais d'Angola. Et puis la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo n'est pas une urgence de portée internationale, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé OMS mercredi 17 octobre 2018 à Genève en Suisse. Théodore Adanos, directeur général de l'OMS qui a fait cette annonce, a tout de même reconnu que cette situation préoccupait au premier point son institution. Enfin, en sport, sachez qu'en éliminatoire Cannes Cameroun 2019, les Léopards de la République démocratique du Congo gardent la deuxième place de leur poule avec 5 points, après le nul d'un but partout face au Zimbabwe le mardi 16 octobre 2018 dans une rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Au cours du 18e Conseil des ministres, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé mardi 16 octobre à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa la cérémonie de la signature de l'accord de développement exclusif du projet Inga 3 entre l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga ADPI RDC et les consortiums China Inga 3 de la Chine et Pro Inga d'Espagne. Selon le chargé des missions du chef de l'État en charge de la DPI-RDC, Bruno Kapanji-Kalala, l'accord qui venait d'être signé est destiné à gérer les relations de coopération pour la mise en œuvre du projet Inga 3 et à fixer les modalités des études d'exécution et environnementales sur financement propre des consortiums. Ce projet, a-t-il dit, vise à concrétiser la vision du président Joseph Kabila Kabange, celle de faire de la République démocratique du Congo la plus grande puissance en matière énergétique du continent. Bruno Kapanji-Kalala a par ailleurs indiqué qu'à son terme, Inga 3 va réduire le déficit énergétique et promouvoir l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Les personnes qui ont apposé leur signature au bas de cet accord sont Bruno Kapanji-Kalala, le chargé de mission du chef de l'État en charge de l'ADPI RDC, Shi Zhenbo, président du consortium chinois China Inga 3, José Alfonso Neporera et José Angel González, coprésident du consortium espagnol Pro Inga. Il s'est clôturé ce mardi 16 octobre 2018 à la Cité de l'Union africaine les travaux du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Du communiqué final, il se dégage que la réunion a porté, entre autres, sur la consolidation de la coopération et des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les questions liées au domaine de coopération stratégique, notamment la coopération militaire et sécuritaire, la consolidation de la démocratie à travers le 3e cycle électoral en RDC, le développement des infrastructures, le projet de barrage hydroélectrique de Grand Inga. Plusieurs autres questions ont également été débattues pendant les travaux, entre autres les entretiens sur les problèmes d'intérêt commun, les questions régionales et internationales. Les deux délégations ont également abordé la question spécifique sur le principe ainsi que les modalités de retrait des troupes de la MONUSCO de la RDC. La RDC et l'Afrique du Sud ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées du processus électoral en cours devant aboutir à la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes au 23 décembre 2018. Le gouvernement d'Afrique du Sud a encouragé toutes les parties prenantes à s'engager de manière constructive en vue d'un aboutissement heureux de ce 3e cycle électoral. Les travaux ministériels se sont cristallisés à travers 4 commissions thématiques, à savoir politique, diplomatie et gouvernance, défense et sécurité, économie, finances et infrastructures, mais aussi affaires sociales et humanitaires. Les deux délégations ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en œuvre des recommandations de la 10e session ayant eu lieu à Pretoria au mois de juin 2017. Elles ont convenu de se retrouver au 11e sommet des chefs d'État qui se tiendra à une date et à un lieu qui seront fixés par voie diplomatique. Ont pris part à ces travaux côté congolais les ministres de l'Intérieur, du Transport, de la décentralisation, du commerce extérieur, de la fonction publique, de la défense nationale, de l'industrie, de l'énergie, de la santé et des finances. Côté sud-africain, les ministres de l'énergie, de la défense, de la sécurité intérieure, de la décentralisation de la santé, de la fonction publique, du commerce, mais aussi de l'industrie.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo proteste contre les expulsions inhumaines des Congolais de l'Angola et exige de Luanda des explications. Une annonce faite ce mercredi 17 octobre 2018 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Okitundu. C'était à travers une note verbale de protestation adressée aux autorités angolaises. Car, selon Okitundu, l'ambassadeur de l'Angola convoqué à son ministère ne se trouve pas présentement à Kinshasa. Le gouvernement déplore particulièrement le non-respect du principe d'information préalable, faisant obligation à tout pays qui procède à l'expulsion des migrants irréguliers d'en informer préalablement le pays d'accueil, a dit Okitundu au cours d'une conférence de presse. Quant à la réciprocité exigée par les ONG des droits de l'homme congolaises, le patron de la diplomatie congolaise écarte cette option. Il estime que ce principe ne s'applique que si ce sont des diplomates qui sont expulsés. Léonard Okitundu, qui demande au gouvernement angolais d'arrêter ces expulsions, avertit que les autorités congolaises sont prêtes à recourir aux instances internationales pour arrêter les refoulements de leurs ressortissants du sol angolais. Nous userons de tous les moyens diplomatiques pour faire arrêter ces expulsions, mais au cas où il y a un mur quelque part, nous allons saisir les instances internationales, a précisé chez Okitundu. Près de 200 000 Congolais ont été expulsés de l'Angola au cours de semaine dernière. 8 000 sont arrivés à Luiza dans la province du Kasaï central et d'autres sont éparpillés à travers la province. Au cours de la 18e réunion extraordinaire du Conseil de ministres, présidée par le chef de l'État Joseph Kabila, ce mardi 16 octobre 2018, à l'immeuble du gouvernement, l'exécutif national qui condamne les violations de droits de l'homme et le perte en vies humaines provoquées par ces expulsions, a décidé d'actionner le Fonds spécial d'assistance humanitaire en faveur de Congolais renvoyés de terres angolaises qui se trouvent dans des conditions précaires. L'équipe Chibala a également résolu d'envoyer une délégation sur tous les sites où sont disséminés les expulsés du pays de Joao Lourenço pour palper du doigt les conditions dans lesquelles ils vivent. Ce, pour leur apporter de la part du gouvernement un soutien tant moral que matériel. Selon le compte-rendu de cette réunion de ministres, le gouvernement a instruit le ministère sectoriel d'accélérer la mise en œuvre des mesures adoptées en vue de permettre aux gouverneurs de provinces concernées d'assurer la survie, l'encadrement et l'évacuation de ces citoyens congolais vers leur localité d'origine. Cependant, le gouvernement congolais accuse Luanda d'avoir méprisé les accords existants en la matière entre les deux nations, notamment la Convention sur l'établissement et la circulation de personnes et leurs biens, signée dans la capitale angolaise le 3 décembre 1999. La classe politique congolaise a des avis partagés sur la machine à voter. Si le Front commun pour le Congo pense que cette idée de la CENI est bonne, les opposants continuent à s'y opposer. Cependant, ce choix de la CENI est issu des dispositions de la loi électorale et des accords de la Cité de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre. Le conseiller principal politique du chef de l'État, Théophile Mbayo, l'a dit au cours d'une interview nous accordée. Beaucoup d'arguments ont été avancés sur l'utilisation ou non de la machine à voter. Toutes ces choses, nous les avons entendues, ça a déjà été dit. Mais simplement, ce que je veux dire à l'opinion, c'est que le 18 octobre 2016, il y a exactement 2 ans, la classe politique congolaise, ainsi que les acteurs des organisations de la société civile, en présence des observateurs internationaux, ont signé un accord. Cet accord s'appelle l'accord de la Cité de l'Union africaine. Par la suite, le 31 décembre 2016, de la même année donc, il a été signé par la même classe politique un autre accord qu'on a appelé l'accord de Saint-Sylvestre qui s'est tenu au centre interdiocésain. Mais seulement à l'analyse de ces 2 accords, je remarque que les acteurs politiques avaient pris un engagement et avaient fait des recommandations très importantes qui ont abouti justement au choix du système des élections. Dans l'accord
de la Cité de l'Union africaine, au chapitre 7, relatif au financement, au budget et financement des élections. L'article 12, je peux le lire. Ici, c'est l'accord de la Cité de l'Union africaine. Et comme je venais de le dire tantôt, au chapitre 7, réservé au budget et financement des élections, chapitre 12, il est dit ceci. Les parties prenantes recommandent au gouvernement, 4, d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. Lancement ce mercredi 17 octobre 2018 de la formation technique de haut niveau dont les bénéficiaires sont les techniciens de la CENI en provenance des 26 provinces de la RDC. C'est dans cette perspective que Miru System, fabricant sud-coréen de la machine à voter, a dépêché une équipe de 7 techniciens à Kinshasa et sont arrivés ce mardi 16 octobre 2018. Ce, pour renforcer les capacités des techniciens congolais sur les softwares et les hardwares pour une bonne prise en charge de la machine à voter selon la centrale électorale. Sean Kwang-cheol, project manager de Miru System et chef de la délégation, a d'abord remercié le président de la CENI, Corneille Nangaa, pour la collaboration avant de les rassurer que sa firme prend très au sérieux la question des prises en charge techniques, en vue de s'assurer qu'au jour des élections, tout problème technique soit résolu avec promptitude et délicatesse. La CENI a commandé à Miru Systems pour un montant de près de 150 millions de dollars américains et par l'intermédiaire d'un contrat de gré à gré, un peu de plus de 100 000 machines à voter, dont environ. La lutte contre l'utilisation de la machine à voter et l'actuel fichier électoral au scrutin de décembre 2018 s'est poursuit dans les camps de l'opposition. Les collectifs de partis politiques, membres de l'opposition, a au cours de sa récente réunion du jeudi 18 octobre confirmé sa marche de contestation au vote électronique et au fichier électoral non révisé pour le 26 octobre courant. Ils ont à cette occasion adressé une correspondance au gouverneur de la province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, pour le tenir informé de cette activité et solliciter de lui un encadrement lors de la dite marche. Ils ont en outre demandé à l'autorité urbaine son implication pour un accès égal aux médias publics comme la RTNC et le respect des droits humains et de libertés fondamentales. L'itinéraire arrêté pour cette marche est dès l'échangeur de Limete au boulevard du 30 juin, précisément au siège de la CENI, pour y déposer leur mémorandum, en passant par le boulevard Lumumba, Sendoué triomphal, puis par l'avenue de Libération. Depuis la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin pour l'alternance au pouvoir en RDC, plusieurs associations se multiplient et se rangent de son côté. Ce, pour rendre effective son élection à la présidentielle du 23 décembre 2018. C'est dans cette optique que la coordination des associations de la majorité silencieuse, CAMAS, a fait sa sortie officielle le samedi 13 octobre 2018 à la Foire internationale de Kinshasa. Il ne s'agit pas d'un parti politique, mais plutôt de l'assemblage des associations dites silencieuses et peu connues soutenant l'élection du dauphin de Joseph Kabila. Plus de 200 associations adhérées à cette coordination ont pris part à cet événement. Ainsi, la coordonnatrice nationale de CAMAS, Zaria Ramazani, a à cette occasion présenté la vision de cette coordination en rapport avec l'élection d'Emmanuel Shadari. D'après elle, toutes les associations de la majorité silencieuse disent avoir confiance à l'élection de Shadari, estimant qu'il est mieux placé pour briser leur silence. CAMAS lelo tosangani awa tokozala kaka lelo te na Shadari, mais pendant les élections et après les élections, pour nani, pour esengeli ba action na ye, biso nde tosala yango, tokota na musala na ye, mena yango ezani aye ba biso, yango wana tosali sortie officielle. CAMAS, tolobi, ce n'est pas n'importe quelle association.
Prenant à son tour la parole, le représentant d'Emmanuel Ramazani Shadari a déclaré que le secret de la victoire du dauphin de Joseph Kabila repose sur l'adhésion massive des associations au sein des Kamas. C'est qu'il y a victoire, il y a Ramazani Shadari, les Abisso, Kamas, Tozala et Pelé, ça va être. En cette même occasion, les membres effectifs de Kamas ont été sensibilisés sur l'utilisation de la machine à voter par le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo. Par ailleurs, la coordonnatrice des Kamas a exhorté les différents membres des associations de procéder à la sensibilisation effective au sujet du choix des Ramazani Shadari pour le scrutin du 23 décembre 2018. La situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola à l'est de la République démocratique du Congo est très préoccupante, mais pas une urgence de portée internationale. Déclaration faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le mercredi 17 octobre à Genève en Suisse. Réunis en urgence ce même mercredi au quartier général de l'organisation pour évaluer la situation épidémiologique en RDC, les membres et experts du comité d'urgence pour les règlements sanitaires internationaux ont unanimement soutenu que l'épidémie d'Ebola, qui a déjà fait 142 morts dans ces deux provinces congolaises, présente un faible risque de propagation internationale, d'après le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, lors d'un point de presse. Le risque de propagation nationale et sous-régionale est très élevé, a déclaré Adhanom, affirmant qu'avec les mécanismes de riposte en place, l'épidémie déclarée depuis le 1er août peut être sous contrôle cette année. L'OMS continue en outre de déconseiller d'instaurer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la RDC. Du côté de Kinshasa, l'on partage ces conclusions de l'OMS. Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, prend bonne note des recommandations du comité qui seront introduites dans les nouveaux plans de riposte. Il a ensuite noté en substance que cette épidémie présente de nombreux risques et défis identifiés dès le départ. Ici, de noter qu'à elle seule, la ville de Beni a déjà rapporté 58 décès sur les 142 cas recensés à ce jour, d'après un dernier décompte officiel arrêté en date du 16 octobre 2018. À Kinshasa, tous les services s'invitent dans la régulation de la circulation routière. Les éléments de la police nationale congolaise, ceux de la police de circulation routière et même les agents de l'ordre en tenue civile, communément appelés Bureau 2. Hormis les PCR, certains de ces agents se mêlent dans le service qui n'est pas le leur et n'ont aucun autre objectif que de se trouver ce qu'ils appellent Madesuyabana dans le patois quinois, qui veut tout simplement dire trouver de quoi nourrir les enfants. Ils s'en prennent même aux automobilistes en ordre en termes de conduite et des documents. La sécurité routière à Kinshasa est occasionnée par plusieurs agents de l'ordre comme conducteurs des véhicules. Les PCR, eux aussi, malheureusement, d'un côté, s'en prennent violemment aux conducteurs des véhicules taxis au point d'oublier leur rôle de régulation routière pour ne viser que les petites sommes leur données par ces chauffeurs, chose qui occasionne non seulement des embouteillages, mais aussi des accidents. Il y a 3 jours dans la capitale congolaise, soit le 15 octobre dernier, un policier de circulation routière a trouvé la mort sur le boulevard du 30 juin à la hauteur de la gare centrale pendant qu'il disputait le volant avec le chauffeur taxi. Pendant la dispute, le conducteur a voulu tourner son volant et s'en aller. Le PCR a perdu l'équilibre. Il est tombé et sa tête a percuté le macadam. C'était la mort. Cette mauvaise pratique des policiers commis à la circulation routière a été dénoncée plusieurs fois par la population et même les autorités, car elle met en danger la vie de paisibles citoyens, civils comme policiers. En 2015, dans la ville de Lubumbashi, un taximan s'était même immolé pour protester contre les tracasseries policières. De l'autre côté, la sécurité est aussi causée par les conducteurs eux-mêmes. Certains, à force de se précipiter pour totaliser leur versement journalier, conduisent à vive allure sans craindre le pire. Cette conduite occasionne aussi beaucoup de drames, comme ça a été le cas le 16 octobre 2018, entre 13 et 14 heures, toujours sur le boulevard du 30 juin, à quelques encablures du cimetière de la Gombe. Une jeune étudiante de l'Unikin en 3e graduat, nommée Roberta Makaya, a été percutée par un chauffeur de taxi-bus Toyota Yaris, roulant à vive allure, et elle y a laissé sa vie. Ce conducteur avait le pied sur son accélérateur depuis le point de départ, faisant fi aux réclamations des passagers, ont indiqué les témoins trouvés lors de cet accident. Au regard de ce tableau, tous les usagers de la route,
conducteurs, piétons et policiers de circulation routière doivent se conduire dignement. Pierre Compagnie, le père de l'international belge et sociétaire de Manchester City, Vincent Compagnie, sera le premier bourgmestre du Royaume de Belgique en provenance de l'Afrique subsaharienne, notamment de la République démocratique du Congo. Ce, après sa victoire le dimanche 14 octobre aux élections communales à Ganchoren, située au nord-ouest de la capitale belge Bruxelles, en récoltant 1327 voix, soit 28,3%. L'ancien réfugié congolais deviendra le premier bourgmestre ou maire de l'Afrique subsaharienne à occuper ce poste en Belgique. Un honneur qui n'a pas laissé indifférents ses enfants, notamment Vincent et François Compagnie, qui ont posté une vidéo les félicitant sur Instagram, accompagnée du texte suivant. Historique. Nous sommes tellement fiers de toi, papa. Arrivé de la RD Congo comme réfugié en 1975, tu as gagné aujourd'hui la confiance de ta communauté pour devenir le premier maire noir élu en Belgique. C'est fut long, mais c'est un progrès. Félicitations. Cependant, à en croire la radio-télévision belge francophone, RTBF, cette année 2018, le Belge d'origine congolaise, Pierre Compagnie, n'est pas le seul Africain à remporter un électorat belge. Le Marocain Ahmed Laouej est celui qui a été le premier comme bourgmestre africain en Belgique. Il était à la tête de la commune de Kokeberg. 6 ans avant lui, les Turcs Emir Kir avaient remporté l'élection en endossant le statut du premier bourgmestre d'origine étrangère au pays du roi Léopold II. La presse congolaise est en deuil depuis ce 13 octobre 2018. Elle a perdu l'une de braves journalistes du Sud Kivu. Solange Lusiku Siméré est décédée à Kinshasa de suite d'une maladie au centre hospitalier Monkolé à l'âge de 47 ans. Solange Lusiku a été la première femme du Sud Kivu à se lancer courageusement dans la presse écrite. De 2000 à 2014, elle a été présidente provinciale du comité sectionnaire de l'UNPC Sud Kivu. Grâce à son courage, elle rafle plusieurs prix et des distinctions au niveau international, notamment un doctorat honoris causa de l'Université de Louvain en Belgique. Solange Lusiku Siméré fut jusqu'à sa mort deuxième vice-président national de l'Union nationale de la presse congolaise, l'unique organe qui régit les journalistes congolais, et éditrice responsable du journal Le Souverain de Bukavu. Elle laisse un époux et 7 enfants, dont 2 garçons et 5 filles. La dépouille de Solange Lusiku a été ramenée à Bukavu tôt ce lundi 15 octobre 2018. Que son âme repose en paix. Mélanie Rissassi Mwimba Amba n'est plus. La présidente de la Fondation EMRA et conseillère diplomatique du président du Sénat, Léo Kengo Adondo, est décédée à Kinshasa le dimanche 14 octobre 2018 des suites d'une courte maladie. Née à Ango, dans les Bas-Ouélé, d'un père diplomate, Mélanie était aînée des filles d'une famille de 9 enfants, dont 4 garçons et 5 filles. Épouse, mère et grand-mère, la présidente de l'ASBEL FMRA a une licence en sociologie industrielle et du travail de l'Université catholique de Louvain. Présidente de la fondation Mwimba Rissassi Amba, FMRA en sigle, Mélanie s'est voulée la promotrice des valeurs morales au sein de la société congolaise et un agent de l'éveil de la conscience du citoyen congolais sur ses droits et devoirs. En tant que fonctionnaire de l'État au ministère de la Condition féminine et famille, des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mélanie Mwimba a gravi des échelons de l'administration publique jusqu'au grade du secrétaire général. Dans la diplomatie, elle a été élevée à la dignité d'ambassadeur, comme qui elle a servi jusqu'à ces derniers jours en tant que conseiller diplomatique au Sénat. Que son âme repose en paix. Les Léopards conservent la deuxième place du groupe G avec 5 points plus 1. Ce, après le match nul d'un but partout face aux Warriors du Zimbabwe hier mardi 16 octobre au National Sports Stadium d'Harare. Cette rencontre s'est jouée pour les comptes de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Les fauves congolais étaient cueillis à froid par la meilleure équipe de l'Afrique australe dès la première minute quand le milieu offensif zimbabwéen Kama Billiat marque les premiers buts. C'est à la 24e minute que les Léopards ont égalisé après un centre de la gauche vers la droite du latéral Josi Samampeko qui contraint les défenseurs zimbabwéens ADB à un autobut. La pause intervient sur ce score de parité d'un but partout.
mais avec une légère domination des Congolais. Au retour des vestiaires, les locaux tentent le tout pour les tout, espérant marquer un deuxième but, mais sans succès jusqu'à la fin de la rencontre. Le classement après 4 journées se présente comme suite. Le Zimbabwe occupe la première place avec 8 points plus 4, suivi de la RDC avec 5 points plus 1. La République du Congo vient en troisième position avec 4 points moins 1 et le Libéria clôture la marche avec 4 points moins 4. Les 2 prochaines journées s'annoncent cruciales. La 5e journée aura lieu la semaine du 12 au 20 novembre prochain avec les chocs du Poul Malebo. La RDC jouera à l'extérieur face au Congo-Brazzaville. La 6e et dernière journée interviendra la semaine du 18 au 26 mars 2019 avec le match Libéria-RDC qui se jouera à Kinshasa. Seules les 2 premières équipes se qualifieront pour la phase finale. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel des titres. Enfin, le contrat pour le projet Inga 3 a été signé entre l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga et les consortiums China Inga 3 de la Chine et Pro Inga d'Espagne. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa le mardi 16 octobre 2018 au cours du 18e Conseil de ministres, autour duquel plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment la situation des expulsés congolais d'Angola. Et puis la situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo n'est pas une urgence de portée internationale, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé OMS mercredi 17 octobre 2018 à Genève en Suisse. Théodore Adanos, directeur général de l'OMS qui a fait cette annonce, a tout de même reconnu que cette situation préoccupait au premier point son institution. Enfin, en sport, sachez qu'en éliminatoire CAN Cameroun 2019, les Léopards de la République démocratique du Congo gardent la 2e place de leur poule avec 5 points, après le nul d'un but partout face au Zimbabwe le mardi 16 octobre 2018 dans une rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.